Bienvenue dans Unis Réno by Cnova, le podcast qui donne envie et confiance d'entreprendre des rénovations énergétiques globales de copropriété. La rénovation énergétique, ça peut paraître complexe, parfois même insurmontable. Les syndics se posent beaucoup de questions. Par où commencer? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Comment embarquer les copropriétaires? Je suis Anne-Sandrine Di Girolamo et chaque épisode, je pars à la rencontre de syndics qui ont relevé le défi. Ils nous confient leurs doutes, mais surtout leurs solutions et leurs clés de succès pour vous inspirer dans vos projets. Aujourd'hui, je retrouve Timothée Courberan, directeur du service syndic du cabinet Agence Centrale à mes yeux et direction Vaux-en-Velin à la résidence Les Mouettes où il a piloté une rénovation globale dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Il nous partage cette expérience, les choix qu'il a faits et ses apprentissages. Bonjour Timothée Courberan. Bonjour. Les Mouettes, eh bien en fait, c'est un bien joli nom pour une copropriété qui était en bon état d'entretien. Alors, c'est une copropriété d'une centaine de logements qui a toujours eu conscience d'elle-même. Oui. Les propriétaires avaient mis beaucoup d'argent déjà de côté en prévision de gros travaux et l'entretenaient régulièrement, même si c'était un immeuble des années 70, donc quand même en fin de vie au niveau global. Elle est située dans quel type de quartier ? C'est le quartier Cervelère-Sauveteur, donc c'est un immense quartier de 16 immeubles. Mm-hmm. Un quartier donc, qui a fini en plan de sauvegarde, donc assez défavorisé au niveau économique, mais avec des problèmes d'insécurité, mais quand même un quartier assez important et assez vivant. Et qui se défend en fait. Qui se défend bien. Oui. Est-ce qu'on avait par exemple aussi des problèmes d'impayés de charges ou des choses comme ça qui auraient peut-être rendu plus difficile un projet ? Sur le quartier, oui, mais cette copropriété est un peu une anomalie dans ce quartier, avec un taux d'impayé à moins d'1% en fin de trimestre, dans un quartier où on a même pu avoir une copropriété en administration judiciaire. D'accord. Donc, au fond, malgré des difficultés possibles, on avait un terrain favorable. Un terrain très favorable. Oui. On remercie notre président du conseil syndical, M. Paulina, que je n'hésite pas à citer, qui entretenait cette cohésion et cette conscience de même des copropriétaires qui se battaient pour leurs biens et, comme je dis, qui mettaient beaucoup de moyens malgré leurs faibles revenus pour certains, mais qui ont toujours fait attention à ne pas laisser les impayés s'agrandir ou même l'insécurité arriver. Et oui, et vous parlez de conscience, il y avait aussi une conscience écologique chez ce président de conseil syndical. Quel a été l'élément déclencheur du projet de rénovation globale de cette copropriété ? Alors, vous voyez venir là. Oui, c'est une copropriété assez atypique parce qu'elle avait démarré avant le plan de sauvegarde son projet, donc c'était un projet éco-rénov à l'époque, et on a dû faire marche en arrière pour s'intégrer dans le plan de sauvegarde, donc on a stoppé l'avance qu'on avait pour rattraper le retard du quartier, on va dire. Et ensuite, on a pu avancer pour être la première copropriété rénovée du quartier et un peu être le modèle et la vitrine pour montrer aux autres copros que c'était possible et que ça marchait la rénovation. Oui, c'est tout à fait possible et en plus, dans un contexte assez négatif. Comment est-ce que le plan de sauvegarde s'est imbriqué avec le projet de rénovation ? On avait voté tout le projet de rénovation donc avec une architecte et l'AMO donc, a été mis en place sur le quartier pour le plan de sauvegarde. Les conventions n'étaient pas encore signées, mais ils sont vite venus nous voir en disant attention, arrêtez tout, vous allez avoir un plan de sauvegarde qui va vous apporter beaucoup plus d'aide que ce que vous auriez dû avoir. Oui. Donc surtout, n'avancez pas sans nous, remettez-vous dans le cadre global du quartier, ce qu'on a fait et on en est très content. Une chance alors. J'aimerais que vous nous parliez de l'équipe, parce que ça, c'est une question très importante. Comment est-ce que le projet s'est mis en place et puis avec quelle équipe ? L'architecte et économiste du projet était une architecte avec qui l'agence avait l'habitude de travailler. On a consulté plusieurs avec l'AMO et le président du conseil syndical a voulu qu'on reste avec cet architecte qui avait déjà travaillé sur le premier projet de rénovation qu'on a arrêté pour avoir le plan de sauvegarde. Elle travaillait, avec un thermicien qu'elle connaissait, avec qui elle avait des habitudes, ce qui est assez important. Et l'AMO, lui, choisi par le quartier, avec qui on a eu pas mal de travail et qui ont se bien entendu. Parce qu'on gère dans ce quartier maintenant 6 immeubles, tout sur 13. Et vous alors, en tant que syndic, quel rôle teniez-vous ? En tant que syndic, on est le relais envers la copropriété. On connaît nos copropriétaires, on connaît notre conseil syndical, on sait comment il fonctionne. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cet architecte qui était très à l'écoute des demandes des gens. Donc avec une personnalité forte au conseil syndical, il fallait forcément la prendre en compte pour que ça avance. Oui. Donc on a réussi à faire coïncider le conseil syndical et l'architecte. On a maintenu donc les impayés à un niveau extrêmement faible et on a pu cadencer et faire les calendriers pour bien parler aux copropriétaires, bien les emmener en assemblée générale pour leur
dire les bénéfices qu'ils en tireraient. Et avec ce rôle à la fois de chef d'orchestre, parce qu'on n'a pas la connaissance technique d'un architecte, on connaît à peu près quand même. On n'a pas non plus la connaissance aussi fine que le président du conseil syndical de son immeuble, parce qu'il y vit tout le temps. Et au niveau des AMO, pareil, on survole, on connaît tous les sujets dans les grandes lignes, et eux, par contre, sont les experts, et donc il faut réussir à jongler entre tous ces acteurs. Quel point faible et quel point fort voyez-vous à cette configuration ? Avec le recul de l'expérience, évidemment. Avec le recul, la force de ce projet, de cette copropriété, c'était vraiment la confiance des acteurs entre eux. Donc l'AMO nous fait confiance, le président du conseil syndical nous fait confiance, l'architecte aussi. Nous, on fait confiance aussi au président du conseil et à l'AMO. Et pour une phase avancée du projet, on a même fait trop confiance parfois. Il faut faire attention et toujours rester dans les calendriers. On a pensé pouvoir aller plus vite que la musique et on a essuyé les plâtres au niveau national de certains problèmes de préfinancement des subventions. Oui. Donc on s'est revu après, on s'est dit objectivement ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, et on s'est dit qu'on ne referait plus cette erreur d'être trop confiant, même si on a pu régler les problèmes, et ça s'est bien passé. Au final, on s'est fait un peu peur. C'est intéressant de dire la prochaine fois, on sera moins confiant en fait, et puis peut-être qu'on prendra plus le temps aussi. C'est ça, c'est une question de temps, une question de délai, et en plus en tant que syndic et même les AMO, on est quand même tributaire du contexte national, des aides, on le voit là avec certaines aides qui sont suspendues pour un temps. Nous on peut avancer avec les données du jour, mais on ne sait pas comment va évoluer le contexte national, et c'est là-dessus qu'on peut être pris à défaut si on ne respecte pas et si on ne fait pas très attention au calendrier, et qu'on ne veut pas aller trop vite. Oui. Alors, les copropriétaires dans tout cela, vous nous avez parlé tout à l'heure d'un président de conseil syndical avec une personnalité forte, si j'ai compris, avec aussi de vraies motivations, une vraie conscience écologique au premier plan. Donc, comment est-ce que les choses se sont mises en place à l'intérieur de la copro, avec les copropriétaires, pour enclencher ce projet ? Alors, il y avait une forte motivation écologique, mais aussi, encore une fois, la fin du cycle du bâtiment. Oui. Donc, en rénovation, ce qui est très important à expliquer dans les projets globaux, comme ça, c'est de bien leur dire tous les travaux qu'on vous propose, vous devrez les faire dans les 10 prochaines années, dans tous les cas. C'est pas des travaux qu'on sort du chapeau, qu'on invente. Vous devrez les faire. Là, on a l'opportunité de les grouper et de faire des travaux où on conjugue les économies, en fait, parce que l'amélioration énergétique conduit des économies. On a pu voir maintenant qu'on a 40% de baisse de consommation de chauffage, avec un confort extrêmement, extrêmement positif pour les gens. Donc, c'est les seuls travaux rentables en copro. Et si on groupe les travaux rentables en copro plus de l'esthétique et de l'amélioration, on fait un bouquet de travaux subventionnés qu'on paye sur peut-être un prêt en effet assez long, mais on repart pour 15-20 ans de durée de vie du bâtiment avec des économies dès le départ plutôt que échelonner des travaux pas forcément rentables et qui seront des poids morts comme une façade classique sans isolation par exemple, ça n'existe quasiment plus. C'est des travaux pas rentables, alors que là les travaux énergétiques c'est des travaux rentables qui permettent d'encaisser d'autres travaux d'amélioration qui vont pas être énergétiques, pas rentables, mais qui vont améliorer le confort. Et donc c'est ce discours qui a su faire mouche auprès des copropriétaires, c'est ça ? Tout à fait. Donc avec les impayés faibles et des copropriétaires de bonne volonté, avec le président du conseil syndical, on est très, très dur avec les mauvais payeurs de mauvaise foi, mais il y a des personnes qui ont pu nous contacter en disant j'ai perdu mon emploi, je suis en difficulté. On leur a dit écoutez, pas de problème, on vous laisse tant de temps pour vous retourner, vous avez toujours bien payé, payez un petit peu pour pas trop faire grossir la dette. Et avec cette écoute à la fois des cas les plus honnêtes mais compliqués et une dureté avec les cas moins honnêtes, les copropriétaires avaient confiance en notre capacité à recouvrer les charges et à payer les travaux. Donc ils y sont allés de bon cœur et ils ont été motivés. Quelle a été pour vous la clé pour parvenir à faire voter le projet de rénovation globale ? Encore une fois, la conscience des propriétaires d'être chez eux, d'avoir un collectif, d'avoir confiance en leur syndic. Il y a des copropriétés qui parfois changent de syndic pour les projets ou des syndics qui préfèrent lâcher des copropriétés parce qu'ils n'osent pas y aller, ils n'ont pas le savoir-faire. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de choisir un syndic qui sait faire et les syndics qui ne savent pas faire, formez-vous parce que c'est vraiment un défi à venir. Mais voilà, c'est cette confiance entre le conseil syndical, les copropriétaires et le syndic, de savoir qu'on travaille tous ensemble, qu'on est capable de le faire et que le savoir-faire est là. Oui, alors moi, ce que j'entends quand je vous écoute, c'est vraiment une question de confiance, mais aussi de compétence. Il faut que les deux puissent s'aligner, et ça, c'est très important. La compétence du syndic sur ce type de projet. C'est très important. Après, les gestionnaires novices ne doivent pas avoir peur. Ils sont accompagnés par des AMO, par des architectes. Le but, c'est d'être présent, d'être à l'écoute, de poser des questions.
Comme ça, au premier projet, on apprend beaucoup, et à ceux d'après, on a le recul et on a appris. Mais ça n'est pas au syndic de tout savoir dès le premier programme. Vous avez encore une fois les AMO, les bureaux d'études fluides, les bureaux d'études thermiques, les architectes et les économistes qui sont là pour vous accompagner, faire le travail et vous apprendre en même temps avec eux. Et on apprend au fil des projets, et je suppose que d'un projet à l'autre, on augmente sa compétence aussi. Tout à fait. Vous m'avez dit en préparant le sujet que les copropriétaires doivent comprendre à quel point il est de leur responsabilité que d'entretenir un bien. Garder et maintenir la valeur d'un bien immobilier, c'est pour vous l'enjeu central. Oui, parce qu'en fait, on parle d'un collectif et d'individus dans ce collectif. Et si des individus commencent à défaillir, notamment économiquement, à ne plus avoir les moyens, ça arrive, hein, quand on perd son travail, on devient retraité, on avait un T5 avec une grande famille, voilà, tous les aléas. Ces personnes-là doivent comprendre qu'être propriétaire, c'est un droit, mais pas un devoir. S'ils ne peuvent pas concourir à l'entretien du bâtiment, le bâtiment va péricliter, la valeur va baisser, des ménages encore plus fragiles vont venir dans cet immeuble-là parce que le prix aura chuté à cause du manque d'entretien, et on va rentrer dans un cercle vicieux qui peut aller très loin avec une mise en place d'une administration judiciaire, par exemple, comme il y a eu sur le quartier. Donc vraiment, il est responsabilité sur les copropriétaires, c'est de entretenir leur bâtiment, de faire les efforts pour, et s'ils ne peuvent pas faire les efforts, trouver des moyens. Encore une fois, il y a les AMO, il y a plein de solutions, et dans le pire des cas, voilà, les personnes peuvent parfois vendre quand il y a des travaux. Il ne faut pas avoir peur de le dire aux copropriétaires. Oui, parfois il y a des ventes parce que les gens ne peuvent pas assumer le prix d'une rénovation, mais c'est pour sauver le collectif qu'on en arrive là. Oui, une responsabilité individuelle et une responsabilité collective. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a aidé à garder le cap sur ce projet, à aller jusqu'au bout ? Quand un projet s'enclenche bien, avec des gens qui suivent, c'est vraiment très facile. Enfin, c'était un projet assez facile, celui-ci. On en a des beaucoup plus compliqués. Mais là, encore une fois, quand le conseil syndical est mobilisé, tout est plus simple. Quand on a choisi les bons acteurs, donc on est très bien accompagné, on sait parler. Si on a un problème, s'il y a un ralentissement, on se réunit, on se parle, on rectifie et on avance. Et oui, et je le dis ici parce que nos auditeurs ne vous voient pas, mais quand vous prononcez ces mots-là, vous le faites avec beaucoup de sérénité, avec le sourire. Manifestement, ce projet a été mené, je dirais presque rondement par vous. Voilà, vous étiez confortablement installé dans votre fonction. Tout à fait. Après ça, c'est les cabinets aussi qui doivent se staffer et permettre aux gestionnaires qui ont des gros projets d'avoir moins d'immeubles, d'avoir plus de temps pour ces gros projets. En termes de rentabilité, n'ayez pas peur. Ces gros projets, ça demande beaucoup de temps, mais ça rapporte aussi des honoraires qui permettent de détacher un gestionnaire pour avoir vraiment le temps sur ces projets et ne pas le surcharger justement. Les clients payent, vous pouvez valoriser vos honoraires en mettant votre gestionnaire dans les conditions pour qu'il fasse le meilleur travail possible. On va maintenant en venir à ce que j'avais annoncé au début du podcast, donner à celles et ceux qui nous écoutent quelques retours d'expérience, quelques conseils également, vous en avez beaucoup. Premièrement, qu'est-ce que vous avez appris, tant au niveau professionnel que personnel ? Au niveau professionnel, on apprend beaucoup au niveau du bâtiment, déjà au niveau des solutions, au niveau des problèmes et des pathologies chez les gens, parce qu'il y a des visites chez les gens, donc on voit un peu plus l'intérieur en tant que syndic. On rentre pas dans leurs appartements. Voilà, dans leurs appartements, pour tout ce qui est thermique, tout ce qui est les ventilations, tout ça. Donc on apprend beaucoup au niveau technique, on apprend beaucoup au niveau, je vais dire presque politique et diplomatique, parce que l'Assemblée générale, voilà, il y a des groupes, on traite les oppositions, on traite les craintes des gens. Il faut savoir à qui on parle, à quel type de profil, si l'opposition est par principe, si l'opposition vient de la peur, si c'est de l'inconnu. On apprend ça, et on apprend à bien coordonner chaque corps de métier, chaque interlocuteur, avoir la ville, avoir les financements, les banques. On apprend tout ça à vraiment agir dans l'intérêt de la copropriété et faire que tous ces acteurs-là soient rangés sous la même bannière pour que le projet avance. Est-ce qu'on peut dire que finalement cet apprentissage est démultiplié quand il s'agit d'un projet de rénovation globale ou pas ? Oui, parce qu'en plus, quand on fait juste, entre guillemets, une façade ou juste une toiture, on traite partiellement. Alors que quand on fait un projet global, on réfléchit à si on fait la toiture, après, il faut que ça s'imbrique avec la façade. Il ne faut pas laisser de trous dans la raquette, on va dire. J'ai déjà récupéré des immeubles où la façade avait été isolée en 2008.
le syndic, 10 ans plus tard, avait isolé la toiture, mais du coup avait oublié la ventilation, ce qui crée des gros problèmes. Ah oui. Là, on traite tout et maintenant, on sait que plus on ferme le bâtiment, plus il faut ventiler. Oui. Toutes ces choses-là qui permettent après, sur des projets en plusieurs étapes, d'anticiper, peut-être sur 5, même 10 ans, les travaux à venir. Vous nous avez parlé de l'apprentissage au niveau professionnel, mais qu'est-ce que vous avez appris, vous, personnellement ? Personnellement, alors moi, ce que j'aime aussi dans ces projets et dans mon métier, c'est vraiment rencontrer plein de personnes, plein de types de situations. C'est presque une étude sociologique, en fait, à notre niveau. Donc on voit les différents profils, les différentes motivations. Chaque propriétaire a une histoire, chaque personne a une histoire. Quand il nous parle, quand il nous voit, toutes les objections, encore une fois, ont une histoire derrière. Et on peut voir tout ce collectif en fait se faire, et c'est intellectuellement très stimulant de voir toute cette diversité et d'essayer de mener tout ça vers un projet commun. Et oui, parce que ça rejoint un petit peu ce que je disais en introduction. Hein. Chez vous, on n'aime pas la routine, on aime toujours apprendre. Donc finalement, c'est une découverte perpétuelle. C'est ça, et d'avoir eu un pied dans ce quartier avec ce cas d'école qui s'est parfaitement déroulé permet d'appréhender le reste. On est un syndic CALISR, donc syndic de redressement. On a l'habitude de ces types de quartiers. Là, encore une fois, c'est un peu une anomalie dans ce type de quartier parce qu'elle allait très bien. Mais ça permet aussi de rayonner, et on a pu derrière, dans le même quartier, dans le même contexte, faire des dossiers plus compliqués au niveau social et au niveau économique, parce qu'on avait aussi réussi et on pouvait s'appuyer. Moi, tous les projets maintenant, je dis regardez les mouettes. C'est vrai que quand on annonce des pourcentages d'économie d'énergie faramineux, les gens nous disent oui, j'y crois pas, c'est commercial. Nous, on peut leur dire regardez, moi je l'ai fait, je vous le dis, je l'ai vu de mes yeux. On a un suivi sur 3 ans et on a 40% d'économie d'énergie. Alors tout s'est bien passé, mais quand même, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses exactement de la même façon ? Ou est-ce que vous y mettriez quelques petites nuances, quelques petits changements ici et là ? Alors, aussi dû au fait qu'on a dû faire des machines arrière par rapport au projet initial, on a fait en plusieurs phases ces travaux-là. Et il y a des travaux notamment de plomberie qui n'ont pas été mis dans la première phase, parce qu'ils n'étaient pas étudiés tout de suite, qui nous ont fait perdre du temps et de l'argent, parce que ces travaux de plomberie, en fait, ont eu lieu peut-être 2 ans, voire quasiment 3 ans après la façade. Et le problème, c'est qu'entre-temps, on a eu beaucoup de fuites, ça a coûté 45 000 € de réparation par an, et on a dû le faire en urgence et en avance de la deuxième phase, donc ça se fera en 3 phases. Si on avait su et si on avait mieux anticipé, on aurait tout groupé pour pas avoir ces problèmes de cadence et de revenir plusieurs fois en assemblée et réexpliquer aux gens, en fait, il y a encore ça. Heureusement, ils savaient le programme total, mais on a dû accélérer un peu sur cette partie plomberie. Donc peut-être donner plus de temps au temps, alors ? C'est ça, plus de temps, un peu plus d'anticipation, et surtout comprendre sur le cycle de vie du bâtiment, quand il y a certains éléments avant-coureurs qui arrivent, on sait que d'ici 1 ou 2 ans, ça va arriver, donc autant traiter tout de suite. Aux gestionnaires, aux collègues qui se posent des questions, qui hésitent à se lancer dans ce type de projet, quels seront vos conseils ? Pas hésiter. Si vous êtes dans une agence qui a l'habitude de le faire, vous signalez en disant je veux ce type de dossier. À mon avis, il y a pas mal de monde qui seront contents que vous les gériez. Et quand vous avez des syndics qui ont moins l'habitude, peut-être plus familiaux, plus un peu, on va dire, à l'ancienne, entre guillemets, en termes d'outils, pas hésiter à vous signaler aussi en disant que vous avez envie d'avancer et de créer peut-être ce pôle rénovation dans votre syndic. Il y a les syndicats de l'immobilier qui sont là pour vous aider, il y a des associations qui sont là pour vous aider, et même les collectivités, pas hésiter à aller les voir. On travaille beaucoup avec les collectivités qui font appel à nous après, parce qu'ils savent qu'on connaît ces dossiers. Donc vraiment, pas hésiter, quel que soit le type de régie, s'ils ne font pas encore, eh bien faites, vous pourrez tout créer. Et s'ils le font déjà, signalez-vous pour pouvoir avancer et faire votre expérience et votre notoriété dans le domaine. Il y a un petit côté militant, en fait, chez vous, non ? Un peu. Oui. Je pense que notre métier est très, très sous-coté, on va dire. Oui. On est vraiment l'acteur en France qui va être très important. Quand on parle de rénovation énergétique, quand on parle de politique écologique, l'habitat, c'est pour beaucoup, et l'habitat est beaucoup collectif. Donc nous, les syndics, on doit reprendre ce leadership sur ce domaine, s'imposer un peu face aux politiques qui souvent nous tapent un peu dessus. Mais ils ont besoin de nous, parce que sans nous, aucune rénovation n'aura lieu. On est en copropriété en France, et c'est à nous de faire valoir notre rôle, de ne pas hésiter à ne pas avoir honte de dire qu'on est syndic, et à donner envie aux jeunes de nous rejoindre et de faire ce métier passionnant. Allez, un mot encourageant pour la fin. C'était déjà encourageant, mais allez, encore un.
Le syndic, c'est un peu le métier d'avenir. Oui. Encore une fois, il est en forte mutation. On a encore l'image du syndic un peu plan-plan qui gère les plaques de boîte aux lettres et les conflits de voisinage. Là, on a vraiment un syndic acteur de la vie publique, acteur de la ville, acteur de la rénovation et vraiment un expert qui peut se monter et faire avancer des projets qui sont en berne, qui sont arrêtés, aider les copropriétaires et regagner un peu de lettres de noblesse qu'on lui dénie trop souvent. Merci Timothée Courberan d'avoir partagé avec moi et avec nous l'histoire de la rénovation globale de cette copropriété de Vaux-en-Velin. S'il y avait un mot à choisir pour ce projet, vous choisiriez lequel ? Réussite. Réussite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez maintenant une clé de plus en main pour entreprendre des rénovations globales de copropriété. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec vos collègues ou vos amis gestionnaires. L'expérience d'un syndic peut en inspirer un autre et chaque partage peut déclencher une nouvelle dynamique de projet. Mettez-nous un petit cœur, cela nous aidera grandement à faire connaître ce podcast Unis Réno by Cnova et pour cela, nous vous remercions chaleureusement. À très vite pour un nouvel épisode avec de nouvelles clés à découvrir.